Aujourd'hui dans Bug Mental, on va s'attaquer à l'un des big boss des biais cognitifs. Un vilain chenapan qui nous accompagne au quotidien, et vous allez le voir, qui nous touche tous. Je vous présente le biais de confirmation. Imaginez un peu, vous êtes dans un magasin, il y a 2 caisses, avec une file d'attente d'une dizaine de personnes à chacune d'elles. Alors vous en choisissez une, vous évitez les mamies et leur menu monnaie, mais comme à chaque fois, pas de bol. Vous êtes tombé sur la mauvaise file d'attente, la plus longue. Ça me fait le coup à chaque fois. Sinon, imaginez voir une pub pour une voiture en particulier. Une pub un peu marquante. Vous n'avez pas remarqué qu'après vous voyez énormément cette même nouvelle voiture autour de vous? Et ce dîner de famille, avec l'oncle et ses arguments fallacieux, vous l'avez déjà vécu? Ah non, mais le tabac qui tue, c'est des conneries, ça c'est un truc du gouvernement pour pouvoir nous taxer encore plus, quoi. Mais le cancer, les études sur le tabac, tout ça. Bah le jour j'ai vu un article sur un vieux, là, 98 balais. Le mec, il habite en Chine, il fume depuis qu'il est gamin. Pas une seule maladie, que dalle. Bah écoute mon vieux, je crois que tu t'es fait biaiser. Tous ces exemples sont liés par le biais de confirmation. Le biais de confirmation est le biais cognitif qui agit lorsque l'on privilégie les informations qui vont dans le sens de nos opinions, de nos croyances, et que l'on occulte les sources contradictoires. Ça va dans mon sens, alors ce doit être vrai. Ce biais a été mis en lumière en 1960 par le psychologue britannique Peter Wasson. Pour ça, il fait une petite expérience. Bon, ce n'est pas la plus incroyable des expériences que l'on va voir aujourd'hui, elle est plutôt formelle, mais révélatrice. Il présente à des sujets une suite, 2, 4, 6. Le but est de déterminer quelle est la règle qui régit cette suite. Pour ça, les sujets peuvent proposer d'autres suites pour tester les règles auxquelles ils pensent. L'expérimentateur ne pourra dire que si oui ou non, la suite est valide avec la règle. Je vous laisse réfléchir, mais il y a fort à parier que vous vouliez tester une suite du type 6, 8, 10, avec en tête une règle du genre plus 2 à chaque fois. Et vous n'auriez pas tort, c'est compatible. Mais est-ce que c'est la règle? Non. Un autre essai? 10, 20, 30? Une règle du genre, on multiplie par 2 le premier nombre, puis on additionne les 2 premiers? C'est compatible, mais ça n'est toujours pas la règle. Au bout d'un certain temps, quelques sujets testaient des combinaisons du genre 9, 2, 1, ce qui n'est pas compatible. Alors ils comprenaient que la règle était en fait toute simple, une suite de nombres ascendants. 2, 4, 6, ou 7, 9, 342. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. Et Jean-Claude? Le compte est bon. En fin de compte, seuls 21% des sujets trouvaient la règle en question. Mais là où le biais de confirmation intervient, c'est que les sujets tentaient de trouver des exemples qui confirmaient la règle à laquelle ils pensaient, plutôt que d'essayer de l'infirmer en trouvant des contre-exemples. Bon, je vous l'accorde, ça n'est pas la plus fun des expériences, mais vous allez voir, la suivante est plutôt sympa. Mais avant ça, il faut bien comprendre que ce biais est nécessaire au quotidien. À vrai dire, il faut le voir comme un raccourci qu'utilise le cerveau pour ne pas surchauffer. Pour traiter rapidement l'information, le cerveau utilise des automatismes. Imaginez que vous soyez obligé d'analyser chaque donnée précisément à chaque fois. L'exemple souvent donné pour illustrer ça, c'est celui des clés de voiture. Vous ne les trouvez plus, vous avez l'habitude de les oublier dans la poche de votre jean, alors il serait illogique de commencer par aller chercher sous la bibliothèque ou dans le fond des toilettes. Allons au plus simple. Elles sont là. Mais là où c'est plus problématique, c'est lorsque l'on pense ainsi à propos d'opinion. Je pense que la droite a tort, et je lis des journaux de gauche, des journaux qui confirment ce que je pense. L'inverse marche aussi à un orage. Alors je reste enfermé dans mon opinion, qui est pseudo-validée par des écrits qui vont dans mon sens, tout en occultant ceux qui les remettent en question. Et ça peut se comprendre, nous sommes bombardés d'informations dans tous les sens. On ne peut pas tout lire, tout analyser. Il faut faire un tri. Et ce que l'on sait déjà, ce que l'on pense déjà, est plus facile à digérer. Mais attention, il ne suffit pas d'être intelligent pour ne pas se faire biaiser. La preuve avec l'expérience de Rosenhan. David Rosenhan était psychologue et professeur américain. En 1973, il tente une expérience pour tester la viabilité des diagnostics psychiatriques. Pour ça, rien de plus simple. Rosenhan demande à 7 volontaires sains d'esprit et lui-même de bien vouloir se faire interner en hôpital psychiatrique en feignant d'entendre des voix dans leur tête. Somebody there? Somebody. Bien entendu, les HP en question n'étaient pas au courant de l'expérience. Ils se répartissent alors dans des hôpitaux différents à travers les États-Unis. Ça va du petit HP rural mal financé à la clinique privée réputée comme excellente. Lors de leur évaluation initiale, les faux patients devaient simplement dire qu'ils entendaient parfois une petite voix dans leur tête qui prononçait un mot comme vide, creux, vain, ce qui peut laisser penser à une schizophrénie. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien. Une fois admis, les faux patients devaient à nouveau se comporter normalement, et dire qu'ils allaient mieux, et qu'ils n'entendaient plus de voix. Le but était de voir au bout de combien de temps le personnel médical allait réagir et comprendre qu'ils avaient entre les mains des patients tout à fait sains. Chose qui n'est jamais arrivée. Si les faux patients sont restés enfermés en moyenne 3 semaines, Rosenhan lui-même n'aurait jamais imaginé rester 2 mois enfermés en HP. Pendant leur internement,
ils avaient pour instruction de prendre des notes sur ce qui se passait. Et l'équipe médicale considérait cette prise de notes comme un trouble pathologique. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que les autres patients avaient, eux, de vrais doutes, et pensaient que nos faux patients étaient des journalistes venus voir comment ça se passait en hôpital psychiatrique. Pour pouvoir sortir, ils devaient impérativement admettre qu'ils étaient schizophrènes. Alors les médecins les déclaraient en rémission et les laissaient sortir à condition qu'ils prennent des drogues antipsychotiques une fois à l'extérieur. Leur dossier médical était alors estampillé d'un gros schizo. Alors que depuis le début de leur internement, ils n'avaient pas donné un seul signe de trouble schizophrénique. Plutôt puissant le biais de confirmation, non? Ce patient est censé être schizophrène, alors chaque pseudo-signe qui va en ce sens est interprété. En revanche, tout le reste, tous les comportements sains sont totalement occultés. Les médecins qui ont participé malgré eux à cette expérience ne voyaient que ce qui confirmait leur hypothèse. Après l'expérience, beaucoup de cliniques psychiatriques ont réagi en disant que chez eux, une telle erreur n'aurait pas pu arriver. Alors Rosenan leur a proposé une autre expérience. Pendant 3 mois, il leur enverrait de faux patients qu'ils devaient eux-mêmes identifier lors de leur admission. Résultat, sur 193 patients admis, 41 furent identifiés comme des imposteurs et 42 comme suspects. Seulement voilà, comme tout chercheur, Rosenan est fourbe. Il n'avait envoyé aucun faux patient. 0. Bon, bien sûr, vu ces résultats étonnants, l'expérience de Rosenan a été controversée, et elle n'avait pas pour but d'étudier simplement le biais de confirmation. Ça allait plus loin, puisqu'il remettait carrément en question la viabilité des diagnostics psychiatriques, et il en a profité pour dénoncer les comportements inacceptables vis-à-vis des patients. Could you stop that? Please? Stop that! Vous comprenez la puissance de ce biais? Et il est présent au quotidien, partout. Par exemple, quand je vous parlais de corrélation illusoire dans l'épisode sur les superstitions, le biais de confirmation en est une fondation. Putain, ça rime. Lorsque je pense que passer sous une échelle porte malheur, je ne vais retenir que les choses négatives qui sont arrivées après être passé sous une échelle. Ces choses qui confirment ma pensée. Mais je vais occulter toutes les fois où il ne s'est rien passé. Et ce n'est pas de la mauvaise foi, hein, c'est sincère. C'est le cerveau qui va automatiquement trier ainsi si on ne lui demande pas spécifiquement de faire attention. Pareil, quand je vous parlais de l'effet Barnum qui nous fait nous reconnaître dans des horoscopes par exemple, eh bien le biais de confirmation va mettre en avant tous les traits de caractère qui s'avèrent exacts et occulter les erreurs dans la description. Et si on revient à nos petites histoires du début, si je me dis que je prends toujours la queue la plus longue à la caisse, je ne serai marqué que par les fois où cette affirmation est vraie. Les nombreuses fois où elle est contredite, je n'y penserai même pas. Pareil pour la voiture que je vois partout. Elle était sûrement déjà là avant la pub, mais le fait d'avoir été marquée par cette pub la fait ressortir et elle devient omniprésente. Et ce vieil oncle qu'on préférerait éviter, le pauvre homme est biaisé. Il n'entendra que les arguments qui vont en son sens. Et seules les sources d'informations qui confirment ce qu'il pense le marqueront. La plupart du temps, ça n'est rien de grave. Mais dès lors que ça concerne une opinion importante, un point de vue social, le biais de confirmation peut être néfaste. Le meilleur moyen de le contrer reste encore d'être son propre contradicteur. Soumettre ses pensées à rude épreuve, essayer de prouver qu'elles sont fausses afin d'aller assez loin pour être certain qu'elles ne le sont pas. Lisons des journaux de droite si on est de gauche et des journaux de gauche si on est de droite. Discuter entre personnes du même avis n'a jamais vraiment fait avancer quoi que ce soit. Comme l'a écrit Montaigne, les contradictions des jugements ne me blessent ni ne m'émeuvent. Elles m'éveillent seulement et me mettent en action. Nous n'aimons pas la rectification de nos opinions. Il faudrait au contraire s'y prêter et s'y offrir, notamment quand elle vient sous forme de conversation, non de leçon magistrale. À chaque opposition, on ne regarde pas si elle est juste, mais à tort ou à raison, comment on s'en débarrassera. Au lieu de lui tendre les bras, nous lui tendons les griffes. Il faut fortifier notre ouïe et la durcir contre cette mollesse du son conventionnel des paroles. Je crois qu'il a aussi dit « Abonnez-vous à Spleen ». Mais j'ai un doute. Faudrait que je vérifie.